Je suis ravie de partager avec vous ce défi des 10 jours. Nous parlions hier d'introspection. Je vous invite aujourd'hui à creuser un petit peu le sujet. Peut-être qu'en vous posant l'une ou l'autre des questions que je vous ai proposées hier, il y a des petits éléments de réponse qui sont venus. Et vous savez que si j'ai appelé mon livre et ma chaîne YouTube Écolothérapie, c'est parce que les réflexions et les démarches qu'on peut avoir en termes de zéro déchet, de défense de l'environnement, de consommation également, sont un formidable outil de développement personnel. Mais c'est un outil d'une grande douceur, progressif, qui prend son temps et dont on ne s'aperçoit des bienfaits que lors de certaines occasions forte. Je vous renvoie sur ce point à la vidéo que j'ai tournée il y a presque jour pour jour 1 an de cela et qui s'appelait Cambriolage avant Noël, le Grand Est. Le jour de ce cambriolage, on a vraiment pu se rendre compte de tous les bénéfices de cette démarche très progressive que nous avions faite en amont. Alors ça m'amène aujourd'hui à me reposer la question d'un terme qui est pour moi quasiment un terme philosophique, la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Beaucoup n'aiment pas ce terme qui est ambivalent quand on le vit de l'extérieur, parce que la sobriété est un bienfait qui se vit de l'intérieur. Vue de l'extérieur, elle peut donner une impression de déclin, de privation, voire de manque. Et on est nombreux à avoir un sacré travail à faire sur la peur de manquer, justement. Mais sans même aller jusque-là, comment accepter le concept de décroissance alors qu'on est culturellement habitué à cette notion d'abondance dans le sens de croissance, dans le sens d'avoir toujours plus. Quand on est petit, on se dira plus tard j'aurai une grosse voiture, j'aurai une grosse maison. On va pas dire plus tard j'aurai une mini petite maison et une toute petite voiture. Super facile à garer parce que franchement c'est galère quand tu vas à Strasbourg. Enfin voilà, ça c'est un raisonnement qu'on peut avoir quand on a expérimenté la lourdeur que peut représenter un excès d'abondance, mais c'est pas un raisonnement qu'on va avoir dans notre culture, en tout cas, dans la culture, quand on baigne notamment dans la publicité et dans cette culture européenne, française, où on vit littéralement dans l'abondance. On pourrait remplacer le terme sobriété heureuse par un terme objectivement plus positif comme abondance avec peu de gâchis par exemple, ou abondance avec moins de gâchis. Il en faut peu pour être heureux. Pourtant, quand on parle de décroissance d'un point de vue économique et de sobriété d'un point de vue personnel, le but c'est quand même de partager à toujours plus d'habitants sur Terre un tout petit peu de cette chance qu'on a, nous, en tant que Français. Et la notion de partage à Noël, c'est quand même une notion qu'on a touchée, qu'on a expérimentée. On a expérimenté cette joie de pouvoir partager. Mais c'est pas facile de partager. On a cette notion de se dessaisir, de se priver de quelque chose. Cette illusion de se priver. Et combien sommes-nous amenés à expérimenter du point de vue matériel pour se rendre compte que la vraie richesse n'est pas matérielle. Partager, donner, c'est quelque chose qui nous enrichit. Mais ça, c'est mon avis, mon expérience. Alors prenons peut-être une démarche moins personnelle et un petit peu plus scientifique, qui est d'observer le monde autour de nous. Ça vous est certainement arrivé de rentrer de vacances, d'avoir été dans un cocon de joie, de partage, de découverte, et de vous retrouver dans une gare, dans un aéroport ou même sur la route, en train de vous dire « Mon Dieu, mais les Français font la tête, mais tout le monde est morose. On a l'impression que les Français portent le poids de quelque chose. Il y a dû se passer un drame pendant qu'on n'était pas là, c'est pas possible, on n'est pas au courant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que c'est notre regard qui a changé et qu'on n'a plus l'habitude d'être dans cette morosité. Et à l'inverse, qui n'a jamais été frappé de la joie de vivre qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les pays du Sud, notamment les enfants, qui sont joyeux alors qu'ils vivent parfois dans une extrême pauvreté. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Et évidemment, qui n'a jamais fait le parallèle avec nos propres enfants, gâtés par la société de consommation, qui sont toujours dans l'insatisfaction et qui nous font des pleurs, des caprices. Quelques rayons, quelques rayons, quelques rayons. Et qui ne sont satisfaits qu'à très court terme de ce qu'ils peuvent avoir. Comme beaucoup, je cherche toujours une réponse à ce paradoxe. Et quel meilleur témoignage on pourrait avoir qu'une personne qui aurait voyagé toute sa vie, qui aurait passé du temps au cœur de la pauvreté, au cœur de ces pays, qui aurait aussi pu comparer en faisant des va-et-vient entre la France par exemple et des pays pauvres, et qui se serait heurté à ces paradoxes. J'ai eu la chance de lire ce livre
de Sœur Emmanuelle, Confession d'une religieuse, où elle s'interroge à un moment, donc assez loin dans sa vie, après avoir justement vécu au contact des pauvres. J'aimerais vous lire un court extrait. Elle écrit « Cette joie au milieu de ce dénuement est stupéfiante. Où l'homme trouve-t-il donc son bonheur ? Cette même question, je me la poserai plus tard en Europe, où je découvre souvent un climat de morosité, une insatisfaction foncière. J'ai l'impression que les individus sont empêtrés dans un autre genre d'esclavage. Des désirs impossibles à maîtriser, sans cesse renaissants, une course haletante sans rémission étouffe dans son germe le plaisir de vivre l'instant, joie d'être, de respirer, de marcher, penser, dialoguer, lire, goûter son repas, regarder le ciel, la terre, les plantes, les oiseaux, les enfants, surtout la joie de se sourire, de donner et recevoir la joie. Nous touchons peut-être ici une des divergences essentielles. L'Africain, plus près de son enfance, reste immergé dans le présent, dont il jouit simplement. Demain ne l'intéresse pas. L'Européen, toujours en quête d'évolution, est tourné vers l'avenir qu'il veut indéfiniment meilleur. D'autre part, chez les pauvres gens, la relation humaine se déroule dans un climat différent, dont j'ai déjà parlé. Et là, Sœur Emmanuelle va aborder plus indirectement le rapport aux choses, mais très intéressant, les choses en ce qu'elles peuvent cloisonner. Elle écrivait donc « D'autre part, chez les pauvres gens, la relation humaine se déroule dans un climat différent dont j'ai déjà parlé. D'abord, constatation qui paraît simplette, le siège, chaise ou fauteuil, crée une séparation spatiale. Dans la cabane sénégalaise ou chez le chiffonnier, on s'en passe car cela coûte cher. Le fait d'être assis sur la mère terre, côte à côte, chair à chair, engendre une sorte de convivialité plus immédiate. Pas d'ameublement, de tableaux, de bibelots, rien ne distrait le regard porté sur l'autre, le copain. Le langage est décanté de tout artifice, de toute facétie factice. Que peut offrir l'homme simple sinon l'accueil chaleureux de son être ? Corps et âme. C'est bon d'être ensemble, on existe à l'unisson. La relation, libérée de la baliverne, se vit dans l'essentiel.